Est-ce que c'est bon, là? Ouais, on voit toutes tes notes aussi là, comme pour Yvan hier. Je pense que tu partages un autre écran. Ouais, super. Faudrait Comme aussi ça? que tu acceptes le meeting ou c'est-tu toi ça ou c'est Ouais. moi? Ah, c'est moi, excusez. Mon erreur. Très bien, ben, bonjour, bonjour à tous et je suis content d'ouvrir le bal. En fait, ça va être une présentation relax parce que c'est plutôt grand public sur ce qu'on appelle le nouvel âge spatial. Et avant de commencer, je voudrais remercier mon collègue Jacques Arnoux, qui est éthicien, euh, historien et écrivain au CNES, à l'Agence spatiale française, qui m'a soutenu dans cette présentation. Alors, en fait, 50 ans à peu près séparent ces deux photos qui ont marqué l'histoire du spatial. En 69, le petit pas pour l'homme et le grand pas pour l'humanité. Et à peu près 50 ans plus tard, notre ami Elon Musk qui envoie sa propre décapotable Tesla dans l'espace avec sa super fusée Falcon Heavy. Alors, je ne sais pas si ça a été un grand pas pour l'humanité, mais en tout cas, ça a marqué un peu les esprits et c'est symbolique en fait de cette nouvelle ère spatiale qui est en fait définie par justement cette explosion de, de, d'activités spéciales, surtout spatiales avec l'industrie privée. Alors, ma présentation sera faite en deux parties. D'abord, je vais parler de ces révolutions. On compte trois, c'est les nouvelles applications. Ensuite, il y a les lanceurs et ensuite les nanosatellites qui permettent justement des nouvelles activités. Et en deuxième partie, on verra les conséquences de ces activités. Bon, certaines sont bénéfiques, mais d'autres peuvent être désastreuses, comme on va pouvoir le voir. Alors, en fait, on était habitué à ce que ce soit les agences spatiales qui gèrent l'espace. Et sur la gauche, je voudrais revenir sur cette réussite extraordinaire de l'Europe, de l'ESA et de l'Agence spatiale européenne et de l'Union européenne avec le projet Copernicus. Samuel Fouché en a parlé hier de façon très claire et en générant la famille des satellites Sentinelle et qui génère une production absolument incroyable de 12 téraoctets par jour. Donc ça vous remplit vite un disque dur. Alors, en face, il y a cette course commerciale à l'espace qui a été en fait surtout lancé par quelques milliardaires emblématiques. Bon, tout le monde connaît Elon Musk de SpaceX. Il y a Will Marshall aussi de Planet Labs, Jeff Bezos aussi, qui était le patron d'Amazon, enfin qui l'est toujours, mais qui s'occupe maintenant de Blue Origin. Il y a Richard Branson aussi dans la course de Virgin. Et un des derniers arrivés, un Indien, Sunil Mittal, en fait, qui a racheté OneWeb et qui, avec le gouvernement anglais, et avec Virgin et en coopération avec Airbus. Qu'est-ce qui a fait que tous ces privés en fait se sont intéressés, se sont lancés dans la course à l'espace? C'est pas c'est pour la gloire, mais aussi pour les intérêts financiers. Et le premier marché, en fait, c'est les communications. On estime à peu près actuellement à 60% en fait la part d'application des satellites pour les coms. Alors depuis la mise en place de la norme GCN, Global System for Mobile Communication, ça s'est développé de façon extrême, aussi bien au sol que par satellite avec la 4G, la 5G. L'autre aussi moteur, c'est l'exploration spatiale, la Lune, Mars, etc. Et SpaceX a bénéficié avec des gros contrats avec la NASA sur cet aspect-là, avec le développement de ces lanceurs. Et l'observation de la Terre reste toujours dans la course des applications avec une prolifération de capteurs partout. Donc, on a atteint la dimension qui nous manquait, c'est la dimension temporelle. Maintenant, on a des mesures continues quasiment à très haute résolution spatiale, spectrale, angulaire, enfin, vous avez tout ce que vous voulez. Donc,
Commençons par les lanceurs. Donc, on se souvient tous des dinosaures comme Ariane 5 qui, depuis plus de 23 ans, enchaînent les succès. En août 2020, ils ont réussi 104 tirs et avec une fusée qui paraissait énorme à l'époque, mais qui est petite à côté, entre guillemets petite à côté du Falcon Heavy de SpaceX. Ils ont 4 tirs prévus en 2021 et avant leur nouvelle génération, le Vega C et Ariane 6, mais qui n'ont toujours pas volé, ont pris beaucoup de retard. Et je dois dire qu'ils sont un petit peu loin derrière maintenant des progrès spectaculaires de SpaceX. Parmi les autres dinosaures, bon, tout le monde connaît la fusée Soyouz qui continue, bon an, mal an, à envoyer des satellites à l'appel. Ici, c'est le dernier, en mars dernier, ils ont envoyé 38 satellites, petits satellites de pays différents. Et en particulier, j'ai noté qu'il y avait un satellite de la Tunisie, c'est le premier satellite 100% tunisien. Alors revenons à cette fameuse saga Falcon qui a commencé en 2010 avec un premier vol réussi. Et en 2015, c'est une fusée qui a la capacité de ramener le lanceur au point de départ, donc ce qui est une économie de dépenses énorme parce qu'on peut recycler justement ce lanceur. Et en 2015, ils ont réussi l'exploit de faire revenir ce lanceur sur Terre, au Cap Canaveral, alors que d'habitude, ils le font, enfin, j'allais dire d'habitude, c'est récent, mais sur une barge en pleine mer, mais là, ils l'ont fait pour la première fois sur Terre. En 2020, le Falcon signait son 100e lancement réussi. Et en janvier 2021, donc il n'y a pas très longtemps, ils ont battu un nouveau record. Ils ont envoyé 143 satellites d'un seul coup dans l'espace. Alors, un autre derrière qui se lance dans ses lanceurs, c'est Richard Branson, qui lui a opté pour une autre technique de mettre des fusées, de lancer sa fusée à partir d'un avion à haute altitude, ce qui lui permet donc de gagner du carburant pour extraire la fusée de la basse atmosphère qui est difficile. Alors, ils ont réussi en janvier de cette année à faire un premier essai en mettant en orbite 10 CubeSats, c'est nanosats, on va en parler tout à l'heure, dans les airs. Un lanceur intéressant, c'est celui développé par Peter Beck, qui est PDG de la société américano-néo-zélandaise Rocket Lab, qui a réussi son premier vol commercial en novembre 2019 à partir d'une nouvelle plateforme de lancement en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est une relativement petite fusée de 18 mètres de haut et qui est très, très économique. Alors, pour revenir à ces gros lanceurs, à ces mastodontes, je voudrais, donc, à part les Falcon, je voudrais juste présenter le projet de New Glenn, de Blue Origin, la fusée New Glenn, qui a pris beaucoup de retard mais qui devrait être lancée fin 2022. Alors, pour vous donner une échelle de ces monstres, j'ai mis ici à la même taille justement de fusée, la petite fusée Rocket Lab de Peter Beck. Alors, la conséquence de cette prolifération de lanceurs, oui, je voudrais juste dire qu'ici, ces gros lanceurs, en fait, le marché qu'ils visent, c'est la course à la Lune, à Mars, etc. Donc, vous avez compris que la conséquence d'optimisation de ces lanceurs, c'est la réduction du coût de lancement qui constitue la part la plus importante d'habitude dans une mise en orbite de satellite. Et on estime actuellement à peu près à 2000 $ le coût du kilo de lancement. Alors, après les lanceurs, il y a les satellites. On en parlait avant, les gros satellites. Maintenant, on parle de mini-satellites, micro, nano et même dernièrement de picosatellites. Et si vous avez une liste de satellites, justement par rapport qui vous donne l'échelle par rapport à un humain, donc on se souvient de satellite Pléiade, qui n'est pas si vieux, qui était j'allais dire un monstre de 1 tonne, un satellite de très haute résolution spatiale. Et ici, je vous ai mis donc les 3 méga constellations qui vont être, qui sont déjà en cours de déploiement. Pour vous donner une idée, leur poids, ce n'est pas forcément des mini-satellites.
Donc, Lightspeed de Telesat, on va le voir après, les Starlink de SpaceX et OneWeb. Et une révolution actuellement, ce sont ces CubeSat, ces mini-satellites de 1 kg à peu près. Et encore dernièrement, maintenant on parle de Pocket Cube, ces picosatellites de 1,5 kg qui ont été développés par une petite compagnie en Écosse, là, Alba Orbital Limited. Alors, on va commencer par la méga constellation des Starlink de SpaceX. Une histoire qui a commencé en 2019. Le 24 mai 2019, ils ont envoyé 60 satellites d'un coup. Le 24 novembre de la même année, 60 de plus. Quelques semaines après, 60 de plus, etc. Donc ça, c'était les prévisions qu'ils avaient en 2019. Et en fait, j'ai vérifié, en février 2001, ils ont à peu près 1000 satellites déjà en orbite, ce qui est absolument phénoménal. Donc, avant, surtout si on imagine qu'avant 2019, on estimait à peu près à 2000 satellites actifs en orbite. Donc, c'est un succès absolument incroyable. Et ce qui est visé avec ces milliers de satellites, c'est donc le web partout dans le monde en tout temps. Une autre méga constellation est celle mise en cours de déploiement par une compagnie canadienne, en fait, Telsat, qui est à Ottawa, mais avec une succursale ici à Montréal, qui est soutenue par le gouvernement québécois, et qui veulent mettre en orbite 300 satellites. Et eux ont surtout beaucoup travaillé la vitesse de connexion, en fait, parce que le problème avec le web par satellite, c'est le temps de latence qui est encore un peu long. Et eux prétendent pouvoir atteindre des vitesses compatibles avec la fibre optique, ce qui est assez incroyable. Donc, ils mélangent les orbites polaires avec les orbites inclinées. Ce sont des orbites basses avec des satellites en circulation autour de la Terre. Donc, ils prévoient mettre en service leur système en 2023. Et là, une autre constellation aussi, c'est celle de OneWeb, comme je vous disais. Il y a à peine quelques jours, le 26 avril dernier, ils ont lancé un communiqué de presse pour annoncer la réussite d'un lancement de 36 satellites de plus. Ils ont donc bientôt atteint leur première target, leur première cible, ambition, qui était de 60 satellites. À moyen terme, ils visent 600 satellites. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des satellites à orbite moyenne, en fait, c'est basse orbite, mais beaucoup plus loin, à 1200 km, ce qui leur permet de couvrir toute la Terre avec moins de satellites. Donc, c'est l'originalité de cette constellation. Donc, passons aux mini-satellites et en particulier à ce projet que j'aime beaucoup de CubeSat qui a été lancé par l'Université Polytechnique de Californie et l'Université Stanford. Ce sont des petites boîtes là, de 10 par 10 cm qui peuvent s'attacher les unes aux autres. Donc, une fabrication très, très rapide, une technologie très simple et un concept simple et aussi qui ne génère aucun débris dans la spale parce qu'ils peuvent être récupérés dans l'atmosphère. Alors, pour vous donner une idée de la taille, c'est 10 par 10, c'est 2 fois à peu près un Rubik's Cube que vous devez tous connaître. Certains ont dû jouer pas mal avec ça. Alors, ces CubeSat, ils ont l'intérêt de pouvoir aussi être lancés de façon pas très chère par la Station spatiale internationale. Donc, ils peuvent être transportés par une navette en piggyback, en passager clandestin. Et sur la navette, il y a un bras télescopique maintenant qui est équipé avec un lanceur de CubeSat. C'est la compagnie Nanora qui a fait ça. Et on peut mettre plusieurs unités. Donc, ces CubeSat peuvent s'emboîter en unités. Donc, ici, par exemple, un 6U, c'est 6 unités. On peut avoir jusqu'à 24 unités combinées. Et donc, le Canada a lancé son premier CubeSat réalisé par les étudiants de l'Université d'Alberta en 2019 et qui a été un grand succès. J'ai un petit vidéo ici qui montre le lancement de ce CubeSat.
Donc, au début, c'est un montage, mais ça, c'est un film qui montre le CubeSat éjecté par le bras télescopique. Alors, fort de son succès, l'Agence spatiale canadienne a lancé un appel à concours pour financer 15 CubeSats. Et l'université de Sherbrooke a obtenu une subvention, a été retenue dans ses projets avec son projet de QMSat, donc qui propose de mettre en orbite un magnétomètre quantique à diamant et dont l'objectif est de viser et d'étudier les tempêtes solaires, ce qu'on appelle la météo spatiale et aussi la communication. Alors, ils ont pris un petit peu de retard dans le développement qui va être prévu en 2022 parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, le CubeSat lui-même, on le voit ici, c'est un 3U, en fait un 3 unités, que le CubeSat perturbait en fait le fonctionnement du magnétomètre qu'ils ont dû éloigner avec un petit bras télescopique ici de 40 cm, je pense, pour éviter le bruit. Donc c'est une très belle réussite et il y a actuellement plusieurs cohorte d'étudiants qui travaillent dessus depuis 2018. Alors, une autre satellite un peu anecdotique, c'est l'idée un peu farfelue de Peter Beck, qu'il a appelé l'étoile de l'humanité, mais que la communauté a plutôt appelé la boule polluante dans l'espace. C'est cette boule extrêmement brillante qu'il a voulu lancer pour démontrer sa capacité à mettre en orbite avec ses roquettes Lab et qui était extrêmement visible et qui polluait en fait clairement l'espace, mais qui heureusement qui n'a pas duré longtemps. Donc, en synthèse, vous avez compris donc, cette évolution exponentielle de satellites. Donc, on est parti à peu près de 6000 satellites actuellement en orbite basse, dont 2700 sont actifs et 3000 sont inactifs, et auxquels donc, vont s'ajouter dans un moyen et court terme plus de 12 000 satellites SpaceLink, 3 000 de Amazon, la série Kuiper, et puis les 2 000 de OneWeb. Alors, c'est des satellites qui ont eu l'autorisation de voler, donc ils ne sont pas encore tous en orbite, mais ils sont là. Alors, la conséquence, vous l'avez deviné, c'est le danger des débris de ces satellites. Ici, qui sont schématisés sur un graphe de la NASA, on voit très bien la grappe de satellites sur les orbites basses, plus tous les satellites qui sont en orbite géostationnaire ici, et plus tous les autres bazars qui se baladent ici. C'est ce qu'on a, ce risque d'accident, ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui était un chercheur de la NASA en 1978 qui avait prédit cette escalade et le fait qu'un mini-satellite ou un nano-satellite pouvait rentrer en collision avec un autre qui générait des débris, qui eux-mêmes généraient des débris. Alors, ça a été mis en scène de façon un peu spectaculaire et hollywoodienne par Alfonso Cuarón, vous l'avez déjà vu, pour probablement le film Gravity, où on voit ici la pauvre Sandra Bullock qui essaye de se sauver d'une pluie de débris comme ça, qui démolissent la station spatiale où elle s'était abritée. Oups, voilà, un petit problème de vidéo. Je vais essayer de rétablir ça tout de suite. En espérant que ça marche. Je ne sais pas. Voilà, ça marche là. Bien, là, on voit ton... faudrait que tu switches d'écran. Ouais, super. Bon, on a raté un peu l'épisode. Ça a fait des choses bizarres. En fait, je voulais m'arrêter sur la dernière image qui est assez éloquente.
Voilà. Ici, donc, bon, la station spatiale explose, vous avez compris. Mais je voudrais voir ici que non seulement ça fait des petits débris, mais aussi ça lance des énormes morceaux ça peut générer des gros morceaux. Et, et alors, un truc assez étonnant, en septembre dernier, septembre 2020, la NASA a découvert un de ces débris, justement, que ces débris, ce n'était nul autre que la fusée Centaur qui avait été lancée en 1966. Donc, ça fait 55 ans que cette fusée est en orbite autour de la Terre et du Soleil, comme ça. Et ça a même donné l'idée à une entreprise, Nanorac, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui propose de transformer ces fusées abandonnées en stations spatiales pour je ne sais pas si c'est pour des astronautes SDF. Et ils ont même commencé à mettre au point une scie à friction en fait, qui fait fondre le métal et qui ne fait pas de déchets pour pouvoir recycler ces fusées. Donc, ici, un petit schéma synthèse qui montre le problème de ces débris qui sont de toutes les tailles. Donc, il y en a qui sont de l'ordre du centaine de microns jusqu'à plusieurs mètres, on l'a vu. Et les plus dangereux, ce sont ceux qui sont autour de 10 à 1 cm, qui sont extrêmement nombreux. On dénombre plus de 1 million de ces débris-là et qui peuvent défoncer le blindage de l'ISS, par exemple. Alors, ici, on peut voir que Kessler, en 1978, avait tout à fait raison, comme ça s'est avéré en 2007, avec un tir d'un missile, ça c'était voulu, ce n'était pas accidentel, un tir d'un missile anti-satellite par la Chine, et qui a été aussi, et avec l'accident en février 2009 d'une collision entre le satellite Iridium de Télécom et un satellite Cosmos. Donc vous voyez cette croissance exponentielle qui est absolument vertigineuse. Alors, le côté positif, c'est que ça développe des nouveaux marchés aussi, comme le marché des gendarmes de l'espace. Ici, une compagnie canadienne, enfin, je ne sais pas si elle est canadienne, mais elle est basée à Montréal, en fait, qui propose le premier service commercial de surveillance de l'espace à partir de l'espace. Actuellement, ça se fait du sol, le suivi de ces débris, par des télescopes, mais on peut en suivre qu'à peine 3%. Eux espèrent, à partir de leur technologie, pouvoir améliorer ce suivi. L'autre métier aussi qui se développe, c'est le métier d'éboueur de l'espace, parce qu'une autre solution pour éviter les collisions, c'est de nettoyer justement ces orbites basses, et en particulier de les désorbiter. Donc, le projet ClearSpace a démontré qu'on pouvait le faire par laser, donc le balai laser, qui a montré qu'on pouvait, avec la poussée résultant de l'ablation d'un débris par un laser à impulsion de très haute puissance, on pouvait décélérer le satellite, le débris et le désorbiter. Il y a aussi une petite société, un start-up suisse à Lausanne, issue de l'école polytechnique fédérale, qui propose le développement d'un cargo de l'espace, donc un engin qui pourrait attraper les gros satellites et les désorbiter. Aussi, un autre système qui a déjà été utilisé, je vais vous montrer une vidéo si ça marche. Oui. Bon. Parce que c'est assez rigolo. C'est un système de filet qui est lancé. Je vais juste. Voilà, en fait, il y a eu deux expériences. La première, c'était avec un filet. Donc, ils ont essayé d'attraper, ils ont lancé un satellite par la station spatiale. Ils ont lancé un filet qui a attrapé le satellite et qui l'a donc freiné et qui finalement s'est désorbité et est venu se consumer dans l'atmosphère. Et en 2019, ils ont fait un autre projet qui est avec un harpon. Donc ici, on voit le bras qui éloigne une cible qui est visée.
Et là, avec ce harpon, ils ont réussi à attraper la cible. Le problème, c'est que ça a complètement déstabilisé le satellite qui est ensuite parti un petit peu en vadrouille. Donc, la dernière conséquence de cette prolifération de satellites, c'est la pollution lumineuse. Ici, on voit deux photos prises au sol des lignes de satellites Starlink de SpaceX et qui, donc, comme ça, dans le ciel, ça peut être très, très joli. Mais quand on fait des pauses longues, comme font les astrophysiciens, on voit apparaître ces traînées, donc ces traces de satellites Starlink qui passent et qui finalement obstruent complètement l'image et les rendent complètement inexploitables. Alors il y a eu un tollé en 2019 de la communauté des astrophysiciens internationaux pour prendre des mesures là-dessus. Je pense que Starlink est prévu de peindre maintenant ses satellites en noir. Donc, en conclusion, donc, il y a une question fondamentale. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Un débat un peu philosophique dont on pourra parler après si vous voulez. Mais il y a un problème réel actuellement, c'est qu'il n'y a aucune règle de conduite. Quelle serait la priorité en cas de collision prévue? Est-ce que c'est le plus gros qui a raison? Est-ce que c'est le plus vieux? Est-ce que c'est le plus cher qui doit rester? En fait, c'est un débat actuellement qui est ouvert. Les Nations Unies ont commencé à produire depuis déjà 2010 des lignes directrices volontaires, mais pour l'instant, qui ont été signées par aucune partie. La seule chose qui est en discussion, c'est l'obligation par les fabricants de fusées et de satellites de s'assurer que les engins ne restent pas en orbite pendant X années. Alors, ils se battent pour le X. Actuellement, c'est 10 ans, ou pour l'instant, c'est 15 ans, mais c'est très discuté. Le nouveau patron de l'ESA, qui est rentré en poste en mars dernier, vient d'annoncer ses priorités. Et là-dedans, je suis content de voir qu'il y a la gestion du trafic des satellites. Donc, il y a vraiment une nouvelle éthique internationale qui s'impose et qui engagerait tous les acteurs, les États, les agences spatiales et surtout les acteurs privés dans l'espace. Pour terminer, je laisserai la parole à mon collègue Jacques Arnoux, qui a écrit un article récemment sur la question et en faisant l'analogie entre ces méga-constellations et la murmuration, de façon assez poétique. La murmuration, c'est ce que les ornithologues, c'est comme ça que les ornithologues définissent ces nuages d'oiseaux, peut-être que vous avez vu déjà dans le ciel, qui sont magnifiques et fascinants, en fait un peu comme ces constellations, mais qui sont aussi une énigme scientifique. Là, on se demande comment ils communiquent entre eux, comment est-ce qu'ils évitent les collisions, qu'est-ce qui influence leur trajectoire. Donc, c'est toutes des techniques qui ne sont pas actuellement maîtrisées et qui pourraient déclencher des drames, et ce risque existe réellement. Donc, il nous revient donc à nous de garder la maîtrise du progrès technologique et de leur donner nous-mêmes un sens. Et c'est à nous d'écrire notre destin et notre devoir sur le ciel comme sur Terre. Donc, merci de votre attention. Et je peux prendre des questions si on a le temps. Je suis désolé un peu de ces ennuis techniques avec ces vidéos. Je ne maîtrise pas encore ça tout à fait. Merci beaucoup, Alain. On va avoir le temps pour une couple de petites questions, s'il y a du monde qui ont des questions pour Alain. Je vais essayer de récupérer la vidéo. La vue. Yves, tu avais une question? Oui, mais j'en ai mis une là, dans le chat. Dans le fond, l'idée, c'est de, comme le laser, il ralentissait le satellite, ce qui fait qu'à un moment donné, il va décrocher puis il va juste tomber. Là. Donc, le fait de désorbiter les satellites, le résultat de ça, c'est qu'on veut qu'ils se consument dans l'atmosphère en rentrant dans l'atmosphère. Alors, la question, c'est est-ce que ça se consume complètement puis, ou est-ce que ça dépend de la taille? Si on a un truc de 3 tonnes, est-ce qu'il va se consumer entièrement, etc.? Oui, c'est effectivement une bonne question, parce que si c'est des gros morceaux comme la fusée Centaure qui revient, on risque fort de s'en prendre un morceau sur la tête. C'est ça. Mais, bon, pour l'instant, c'est pour ça que le projet de remorqueur de l'espace est en cours, parce qu'on pourrait s'organiser autrement, en fait, un peu.
Mais de les envoyer de l'autre côté sur les orbites Ailleurs, oui. ouais, dans le cosmos, c'est Mhm. plus compliqué parce qu'il faut, il faut une poussée, il faut beaucoup de carburant. Mhm. Actuellement, si tout le monde les laisse là, c'est parce que ça coûte cher, enfin, ça coûte en poids et en carburant de les mettre euh, Ah, je comprends. ouais, plus loin. Là. Mais effectivement, c'est un danger qui n'est pas Il y en a des négligeable. morceaux qui arrivent sur la Terre des fois. Là. Ben, d'ailleurs, la fameuse fusée. Là. Ah non, non, la fameuse fusée, elle est encore. Excuse. Ben, allez. Bien. Fait que Khalifa, tu avais une question aussi? Oui, bonjour Alain. Merci pour cette présentation qui nous rappelle tout le chemin qui a été parcouru. Ouais. Et c'est vraiment très impressionnant de voir tout ça, surtout avec l'arrivée des CubeSats, là. À ce rythme, je pense que chacun finira par avoir son petit CubeSat qui traîne quelque part dans l'espace. Voilà. Mon rêve, c'est d'avoir un CubeSat cartel. Oui, ça va venir, ça. Alors, la question, est-ce qu'il y a des CubeSats qui sont justement destinés à l'observation de la Terre? Est-ce que tu en as vu un certain nombre dans tes recherches de la littérature? Est-ce que tu as vu des CubeSats qui étaient vraiment destinés pour l'observation de la Terre à ce stade actuel? Oui, oui, je pense que dans la liste des 15, j'ai regardé les 15 Canadiens qui sont financés. Je pense qu'il y en a un qui a une espèce de GoPro pour photographier la Terre. Bon, pour l'instant, c'est plus expérimental. C'est des projets étudiants. Mais même avec les PocketSat, ils vont pouvoir le faire. Donc, il y en a qui ont des petites caméras, des petits spectros mini là-dessus. Je n'ai pas fouillé en détail les différents projets, mais ça existe, oui. Ah, OK, excellent. C'est ce que je voulais savoir. Ouais. Ouais. Et en termes de durée de vie, j'imagine qu'un CubeSat comme ça peut rester dans l'espace pendant au moins 5 ans, c'est ça? Généralement, c'est moins que ça, les durées de vie, parce que enfin, c'est du homemade. Enfin, le boîtier, non, c'est professionnel, mais après, ce qu'on met dedans, je ne suis pas sûr que ça marche. D'habitude, c'est 3 ans qui est visé. Là. Ah, OK. OK. Il n'y a Excellent, rien merci pour corriger beaucoup. l'orbite de toute façon. Là. Pardon? Il n'y a rien pour corriger l'orbite de ces microsatellites-là. Il n'y a pas de petite fusée, il y a rien. Là. Mais j'ai lu qu'ils sont conçus pour revenir, pour être désorbités. Mais effectivement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de fusée ni de carburant suffisamment pour ça. Là. Ok, excellent. Oui. Ben, merci Alain, puis merci pour les questions. Fait qu'après, on va passer à notre deuxième conférence. Ça va être Saïd. Saïd, est-ce que tu es ici? Ouais. Oui, je suis là. Ok, excellent. Fait que Saïd va nous parler de l'analyse de données massives d'observation de la Terre pour un pays massif. Fait que Saïd, tu peux partager ton écran, je pense. Ok, je vais essayer. Je crois, Alain, s'il vous plaît, il faut Alain, il faut que tu arrêter arrêtes la la... partage. Yes, c'est bon. Oh. Ok, est-ce que vous voyez mon écran, ma présentation? Oui. Parfait. Ok. Bonjour tout le monde. Mon nom est Saïd Omaini. Je suis un professeur en télédétection et géomatique à l'Institut national de la recherche scientifique, Centre Haute-Terre Environnement. Je suis techniquement collègue de Karem Chokmani et Monique Bernier. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux qu'on a fait durant les 3 dernières années avec les collègues de différents universités canadiennes et de départements fédéraux. Avant de commencer ça, je profite de vous présenter quelques slides que j'ai préparés pour une présentation demain matin pour les collègues chinois. Donc, le titre de mon exposé est c'est la description d'un paradigme dans la technologie d'observation de la Terre. Depuis ces dernières années, on est en train d'immigrer de nos machines de bureau, de desktop vers l'info nuagique. Donc, j'essaie de formuler ça en ajoutant quelques exemples à
à la fin, mais je vais profiter juste quelques slides. Et je m'excuse parce que ce sont des slides en anglais. Je vais essayer d'expliquer, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Donc, en tant qu'expert en télédétection, vous savez tous que les capteurs, comme Alain vient présenter un excellent exposé, donc les capteurs dans les orbites sont en train de capter les signaux qui arrivent de la Terre, de notre planète Terre. Et pour différentes applications, on est en train d'échantillonner, observer ces signaux avec différentes stratégies ou différents outils spatiaux, spectrales, polarimétriques ou radiométriques et temporels. Donc, juste là, on peut imaginer avec la taille de notre planète Terre combien de données on est en train de recevoir chaque seconde dans différentes longueurs d'onde, avec différentes résolutions spatiales et dans quel mode d'imagerie. On peut ajouter des domaines principaux de télédétection de la Terre et on peut utiliser ces données pour étudier l'atmosphère, hydrosphère, lithosphère, biosphère. Donc, vraiment un cube de données avec différentes dimensions thématiques, radiométriques, spatiales et aussi spectrales. Vous savez, l'organisation de GEO, Group on Earth Observation, c'est affilié à Nations Unies, je crois. Donc, ils ont défini de différentes plateformes pour observation de la Terre et aussi à peu près 9 domaines de bénéfices sociétal. Donc, 2 désastres à la santé, climat, énergie, l'eau, écosystème, agriculture et biodiversité. Donc, on peut servir ces données pour ces applications et c'est vraiment génial dans le domaine qu'on travaille. Quand on parle de l'observation de la Terre, vous avez vu un peu dans la présentation d'Alain, il y a des satellites pour différentes applications. Mais quand on parle d'observation de la Terre, donc il y a plusieurs paramètres physiques de notre planète qu'on a besoin d'étudier et qu'on a vraiment en train d'étudier, observer. Des paramètres liés à la surface, l'eau, neige. Donc, dans cet aspect aussi, on a une diversité, une taille assez considérable. Et en plus de ces activités de collecte et observation menées par les organisations nationales, on peut ajouter les activités commerciales comme toutes les nouveaux startups en génie d'espace comme Planète, et récemment, ça fait même pas 2 ans, on est en train d'observer l'arrivée il y a un terme hashtagé sur YouTube, sur Twitter, Facebook, qui s'appelle Golden Age of SAR. Donc, il y a des compagnies qui sont en train de fournir les données RSO à un demi-mètre de résolution. Donc, c'est vraiment génial. On n'avait pas cette capacité il y a même 2 ans, 3 ans, mais maintenant, on a accès à ce genre de données. Donc, c'est vraiment intéressant, en plus de données optiques par planète et d'autres compagnies comme Northstar qui va nous fournir des données hyperspectrales bientôt. Donc, j'ai inventé cette slide et j'aime personnellement parce qu'on peut voir les 4 révolutions importantes dans le domaine de l'observation de la Terre. Bien sûr, on parle beaucoup de données ouvertes publiquement, commencé par NASA. On a des technologies de programmation open source. Donc, ça nous permet de partager les algorithmes, de partager les expériences, aider les uns les autres. Bien sûr, la technologie d'intelligence artificielle et apprentissage automatique. En s'ajoutant dernièrement l'infonuagie qui nous permet d'avoir tout ça pour servir
notre planète qui est en danger, qui a beaucoup de défis pour servir la société, pour arriver au bout ultime de développement durable. Donc, historiquement, vous savez, on était très occupé par le téléchargement des données ou acheter sur les CD. Je me souviens, j'ai acheté un CD pour mon mémoire de maîtrise à l'époque en Iran. J'ai payé jusqu'à $5 à l'époque. C'était à peu près 6 mois de ma bourse pour acheter un CD et copier une image de Landsat. Mais maintenant, toutes ces informations sont en ligne, mais quand même, on a besoin de les télécharger, les traiter, calibrer. Et à peu près, j'ai vu un annoncé comme ça qui est à peu près 80% de temps des scientifiques, des techniciens, analystes, et pour gérer les données. Mais maintenant, grâce à la technologie infonuagique, on a des données prêtes à analyser, analyse ready data pour les données optiques et radar. Et vous voyez dans cet exemple, ces deux façons, ces deux paradigmes différents. À gauche, c'est quand même récent, mais c'était juste le stockage et portail des données. Donc, on est obligé de downloader les données, télécharger les données traitées dans le système local. Mais maintenant, on a le système et le concept infonuagique. Donc, au lieu de télécharger les données, on téléverse nos codes, nos algorithmes, et on les traite dans le nuage. On n'a pas besoin de sauvegarder les données, on n'a pas besoin de prévoir le stockage. C'est juste en roulant l'algorithme, on produit les informations. Si ce n'est pas bon, on recommence pour différentes zones, pour différentes échelles. C'est vraiment efficace. Donc, récemment, vous connaissez peut-être ces plateformes. Ça a commencé par Google Earth Engine et après Amazon a proposé le service de stockage et calcul à côté. Ce n'était pas vraiment pour l'observation de la Terre, mais ils ont ajouté des composants pour observation de la Terre. Microsoft Azure aussi, c'est vraiment similaire. Et après, les autres compagnies comme Copernicus, et récemment, notre Geomatica a changé le nom Catalyst. EO Factory, qui est un startup indien, même les partenaires ou les compagnies privées comme Digital Globe, Planet. Et juste la semaine dernière, Microsoft a proposé quelque chose comme copie conforme de Earth Engine, s'appelle Microsoft Planetary Computer. C'est vraiment des outils efficaces. Les données sont diverses, énormes, à jour, précises et presque gratuites. Vous savez, bien sûr, Google Earth Engine, c'est gratuit pour les utilisateurs universitaires, mais les autres ne sont pas vraiment chers si on compare avec les options, les solutions commerciales, les logiciels commerciaux. Voilà, ça c'était ma première partie. La deuxième partie, ça va être concentré sur les applications que je voulais présenter pour aujourd'hui. Donc, c'est l'inventaire cartographique des terres humides à l'échelle nationale canadienne. Donc, vous savez, les terres humides, les zones humides sont vraiment des composants très importants de notre écosystème. Ils jouent des rôles très importants dans le régime hydrologique de bassin versant, des habitats, et protection de risques naturels. Au Canada, on est chanceux d'avoir beaucoup de terres humides. C'est à peu près 13% de terres du Canada qui est couvert par les zones humides. Et on a commencé à les cartographier depuis il y a deux décennies, à ma connaissance. Mais il y avait avant ça des activités locales pour cartographier et inventorier des zones humides. Pourquoi sont importants, j'ai mentionné, il faut ajouter aussi qu'il y a ces écosystèmes fragiles sont vraiment affectés par les activités naturelles, changements climatiques et activités activités humaines. Donc,
il faut les étudier, protéger, parce qu'ils ont vraiment des vitrines de changement climatique. Donc, pour cartographier ces zones humides, ces terres humides, il y a deux approches, comme la plupart des approches géographiques. On peut commencer par des approches proxy, aller visiter directement, cartographier avec l'arpentage, mais ça coûte cher et parfois c'est dangereux, difficile et inefficace. Bien sûr, la télédétection, notre expertise, ça va être très utile par satellite, par avion ou drone. Et bien sûr, on peut utiliser les données optiques et radar parce que optique, ça nous permet d'observer la variation spectrale et radar, ça nous permet d'aller au-delà de canopée, observer l'état de sol, de l'eau, de la végétation. Donc, c'est vraiment les deux qui sont intéressants à utiliser en même temps. Mais quand même, il y a des défis comme la plupart des applications. Surtout, on sait quand on travaille avec ces zones humides pour la cartographie d'occupation de sol, on travaille avec des objets géographiques très complexes parce qu'on sait la réponse spectrale ou parfois rétrodiffusion de certaines classes des zones humides, c'est similaire. On sait la variation saisonnière et annuelle, c'est beaucoup. Pardon, il y a un petit défaut ici. On sait parfois la taille de pixels dans ce système d'observation de la Terre n'est pas assez pour observer ces données, ces classes, ces objets géographiques. Ça produit des mélanges spectrales à cause de petits pixels. Donc, c'est vraiment la challenge, le défi est là. Et bien sûr, quand on parle toujours de techniques de classification, on sait qu'on a besoin de beaucoup de données de bonne qualité pour entraînement et apprentissage de notre modèle. Donc, à cause de ces raisons, ces défis, les techniques traditionnelles, conventionnelles de télédétection, analyse d'images, ça ne fonctionne pas très bien et il faut migrer, il faut aller vers les techniques avancées, bien sûr, en appliquant l'intelligence artificielle et apprentissage automatique. C'est juste pour vous donner, je ne suis pas expert en terres humides, c'est juste la classification de ressources naturelles Canada, je crois, qui ont travaillé beaucoup sur la problématique et ils ont proposé un système de classification de terres humides, 5 classes principales comme tourbière, faune, marais, marécage et l'eau peu profond, en ajoutant 3 classes générales comme urbaine, eau profonde comme lac, rivière et terre émergée. Donc, en total, on a à peu près 8 classes d'information ou classes spectrales qu'il faut les cartographier. Donc, vous voyez ici un aperçu de notre flot de traitement dans Google Earth Engine. On a principalement travaillé avec les images Sentinel-1, radar, RSO et Sentinel-2. On a utilisé les données, la version Analyse Ready Data, les données prêtes à analyser de Sentinel-1 et 2. Ça veut dire collection radiométrique des données radar et atmosphérique de données Sentinel-2. Donc, on a créé des couches, comment dire, je crois que Samuel a mentionné quelques mots hier, l'air stack, série temporelle des images. Et après, on est allé chercher les données d'apprentissage, je reviens sur ça, et on a mis tout dans une plateforme infonuagique de Google Earth Engine et on a traité ces données. Donc, vous voyez ici en bas, on a traité plus que 60 000 images optiques et radar en utilisant un algorithme de classification à base d'objets forêt aléatoires. Ici, vous voyez le nombre des images optiques et radar qu'on a utilisées pour chaque province. C'était vraiment les données de bonne qualité.
qu'on a utilisé. Ici, vous voyez juste un aperçu de notre approche. Vous êtes familier, donc j'essaie de passer assez rapidement. Donc, on sait que là, New Forest, c'est une approche des arbres décisionnels et en combinant avec les approches de vote démocratique. Donc, ça nous donne de meilleurs résultats. En ajoutant les stratégies de segmentation pour créer des superpixels ou des objets. Donc, ça nous permet de un peu éliminer l'effet brouillé, c'est le pouvoir, ou un peu créer des segments homogènes pour chaque classe avant classification. Ici, vous voyez les données, comme j'ai mentionné, pour ce genre d'application, surtout à l'échelle assez grande. On a besoin de beaucoup de données de bonne qualité. Donc, vous voyez ici le nombre de polygones de différentes classes dans chaque province. Donc, on a essayé de collaborer avec tous les partenaires, comment dire en anglais, stakeholders, de parties prenantes canadiennes pour collecter les données de bonne qualité. Ici, vous voyez un résumé de tous les paramètres de précision pour chaque province. Et à la fin, vous voyez le résultat national. Vous savez, quand on travaille avec les techniques de classification, c'est toujours subjectif aux qualités des données de test, mais on n'arrive pas jamais à 100%, bien sûr, mais par exemple, je sais dans le domaine agriculture, 85% c'est acceptable ou c'est très bien. Ici, on est un peu loin. Ça, c'était la première génération de cartes qu'on a produit à l'échelle nationale avec une résolution de 10 mètres. On a continué à travailler avec cette échelle. Cette carte, c'est le résultat de cette approche. C'est fait par mon étudiant, en fait, j'ai oublié de mentionner Massoud, qui est maintenant professeur à l'Université Memorial. Donc, il a gagné le prix d'année de Estrie. Ces cartes étaient ajoutées dans le calendrier de 2019 ou 2020, je crois. Donc, on a continué à travailler sur cette approche. Donc, la deuxième génération, on a pensé à aller vers les zones écozones au lieu de provinces, parce que les limites sont administratives, mais on dit on va vers les zones écozones, les frontières naturelles de notre paysage. Et on a collecté encore beaucoup de données d'apprentissage. On a appliqué les mêmes approches avec les données et on est arrivé encore une meilleure précision. Ici, vous voyez un peu des résultats des tourbiers, des fins, marais, marécages, l'eau, et on a comparé aussi toutes ces classes avec les forêts. Donc, ça, c'est les résultats à l'échelle nationale. Il y a un étudiant qui travaille sur l'analyse conjointe de ces cartes et ces distributions des classes pour voir l'effet de gaz à effet de serre, le méthane, CO, tout ça, pour voir quelles classes produisent moins ou plus de gaz. Et ça, c'est deuxième et troisième génération dans l'échelle nationale, mais dans l'écozone. Comme je mentionnais, on essaie toujours d'ajouter les données d'apprentissage pour améliorer le modèle de classe. Et ici, on a demandé de partenaires de nous fournir. Pour cette génération, on a ajouté les sources disponibles parce qu'un des avantages de sites en ligne, en fait, des systèmes infonologiques, est l'accès aux données géospatiales gratuites. Donc, on a ajouté MNT parce qu'on sait parfois on peut séparer les classes, surtout quand on parle de végétation dans différentes altitudes, dans différentes régions pour utiliser le modèle numérique de terrain. Pour séparer les zones urbaines, on a décidé d'utiliser les lumières de nuit par exemple MODIS ou par Landsat. Ça nous permet de classifier correctement les zones urbaines. Hier, on a parlé beaucoup d'utiliser les données
de façon intelligente dans les modèles artificiels intelligents. Donc ici, on pensait peut-être ces données, ça nous aide de un peu améliorer la classe urbaine. Précipitation, donc on sait que quand il y a beaucoup de l'eau, l'accumulation de l'eau dans certaines zones, ça permet d'enrichir les zones humides. Donc, on a utilisé ces données. La température, bien sûr. Et voilà la carte finale. Donc, encore des classes importantes dans ce système de classification. Et pour un peu avoir une idée sur la confiance en la cartographie, on a produit cette carte. Et vous voyez ici, quand on a beaucoup de données d'apprentissage et données de test, le résultat est assez satisfaisant. Par contre, il y a certaines régions, spécifiquement au Québec, on manquait beaucoup de données, donc il y a encore lieu de travail. Mais quand même, on a la plateforme, l'algorithme et l'approche de base qui fonctionne très bien à grande échelle. Et vous voyez ici quelques résultats comparatifs entre les deux générations. Donc, vous voyez à gauche, on a amélioré un peu certains détails dans certaines classes. Un deuxième exemple. Et ici, je voudrais remercier tous nos partenaires qu'on a collaboré avec, partenaires canadiens ou internationaux. Et vous voyez ici quelques publications, si vous voulez, les 3 générations, on a essayé de les présenter. Il y a 2 articles qui sont déjà publiés, le 3e qui est juste la semaine dernière soumis. Si vous voulez, je peux partager avec vous ces articles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïd. Juste avant de commencer à prendre les questions des panélistes et autres, juste rappeler que les gens qui sont dans l'assistance, fait que là, vous n'avez pas accès au micro et aux caméras, mais si vous levez la main, je peux vous donner accès à un micro si vous avez des questions à poser. Fait que s'il y a des questions pour Saïd, on va les prendre maintenant. Oui, Jean-Daniel. Et bonjour, M. Saïd, c'était super intéressant. Je me disais, OK, on va prendre une tourbière. Une tourbière, c'est quelque chose qui est relativement gros. Hein, et je me demandais, lorsque vous faites l'évaluation, par exemple, de la qualité de la prédiction, est-ce que c'est fait au niveau de plusieurs points qui sont répartis, par exemple, dans la même tourbière, au niveau de la superposition du niveau de recouvrement, un peu comme on l'a vu hier? Comment vous procédez? En fait, comme je vous ai mentionné, on a essayé de collecter le maximum possible de données d'apprentissage et de données de test. Donc, on a reçu des polygones par exemple, Canaries Limitées aux Ressources naturelles Canada, Environnement Canada. Donc, on a différents polygones répartis partout dans le pays. On a sélectionné de façon aléatoire certains polygones pour apprentissage, certains polygones pour la test. Donc, on a essayé de minimiser l'effet corrélation spatiale, mais on a considéré les polygones pour chaque classe. Les polygones sont faits normalement par les experts et je crois que c'est fait par analyse des photo-interprétation. Donc, on était quand même sûr que les données sont correctes, mais comme je vous ai mentionné, ces genres d'écosystèmes sont très dynamiques. Ça change beaucoup au cours de l'année ou l'année après l'autre à cause de différentes raisons. Et toujours, il y a une sorte d'ambiguïté ou incertitude finale vers le résultat. Est-ce que je peux juste raffiner ma question, Nicolas? Oui, vas-y, j'en ai. Oui, OK. Ben, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est pas. C'était plus pour savoir justement, dans le fond, à quel moment considériez-vous, par exemple, qu'un polygone était bien classifié? Est-ce que c'était lorsque 90 de sa superficie était reconnue, 50 25 Parce que, comme vous le dites, c'est des éléments qui sont. Par exemple, le niveau d'eau peut monter, pourrait venir affecter, par exemple, les propriétés spectrales une année par rapport à une autre. Donc c'est plus par curiosité, ce n'est pas pour comme vous challenger, c'est vraiment plus pour voir à quel moment vous avez défini que est-ce que 50 du polygone était classifié, dans le fond, dans votre tête, vous aviez déterminé que l'objet était bien reconnu. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Là. Non, c'est clair. En fait, je comprends votre question. En fait, je sais que, par exemple, quand on se considère, je crois dans mon tableau, il y a
nombre de polygones, pas nombre de pixels. Donc, pour l'instant, chaque polygone, si c'était classifié, je ne me souviens pas exactement le seuil qu'on a utilisé pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Probablement, c'est bien écrit dans l'article, mais je ne me souviens pas. Mais on a considéré bien sûr certains critères pour dire que ces polygones, c'est bien classé ou pas. Et je peux ajouter que les collègues de Ressources naturelles Canada, et en collaboration avec Statistique Canada, sont en train d'évaluer ces cartes parce qu'on sait toujours, comme j'ai mentionné, ce genre d'approche très subjective à la donnée. Il y a même beaucoup de discussions par rapport aux données de référence. On dit jamais il n'y a pas vérité de terrain. C'est toujours une classe d'information. On ne sait pas si 100% correct ou pas. Donc, il y a toujours ce genre de défi. On y travaille. C'était juste une présentation au milieu chemin des résultats. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Puis très beau travail. C'est quand même Grand Canada. Là, fait que... Merci Jean-Daniel, puis merci Saïd. Fait qu'on va passer à la présentation suivante, qui est présentation de Najib Jamaï. Est-ce que tu es là, Najib? Oui, je suis là. Ouais, super. Fait que Najib va nous présenter les algorithmes d'apprentissage automatique pour la cartographie des paramètres biophysiques de la végétation à l'échelle globale à partir d'images multispectrales de Sentinel-2. Fait que Najib, quand tu es prêt, tu peux y aller. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Bon. Excellent. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Najib Jamaï. Je suis docteur en télédétection, diplômé de l'Université de Chartres. Je travaille actuellement pour Northstar à Montréal. Cependant, le travail que je vais présenter aujourd'hui faisait partie d'un projet effectué au Centre canadien de télédétection à Ottawa, avant mon expérience à Northstar. Donc, aujourd'hui, je vais présenter quelques outils pour la cartographie des paramètres biophysiques de la végétation à partir des imageries multispectrales à résolution moyenne de Sentinel-2. Si on parle de paramètres biophysiques, ça inclut 5 paramètres essentiellement. L'indice foliaire à l'œil, le contenu en eau de la végétation, le contenu en chlorophylle de la végétation, la fraction du couvert végétal, puis la fraction de rayonnement photosynthétiquement actif absorbé par la végétation. Donc aujourd'hui, je vais présenter un outil déjà implémenté, peut-être que certains parmi vous a déjà utilisé, puis une contribution personnelle que j'ai rajoutée pour améliorer le produit de la première solution. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps pour vous convaincre à l'importance de la cartographie et le suivi temporel des paramètres de la végétation, que ce soit à l'échelle nationale ou bien globale. D'ailleurs, c'est une recommandation internationale par le GCOS, le Global Climate Observing System en 2016, qui ont suggéré de cartographie, une cartographie systématique et globale des paramètres de la végétation à haute résolution spatiale. Ils ont précisé que ce soit inférieur à 100 mètres et à une fréquence élevée pour un maximum de 10 jours. Donc, dans ce cadre-là, la mission Sentinel-2 a été lancée par l'Agence spatiale européenne en 2016-2017 pour le deuxième satellite pour répondre à ces besoins. Donc, Sentinel-2 propose des imageries multispectrales à résolution de 10 ou bien 20 selon les bandes avec 2 satellites qui orbitent en même temps pour fournir au maximum une image chaque 5 jours, n'importe où sur Terre. Et en plus, ils ont intégré 3 nouvelles bandes situées dans la région Red Edge, entre la bande rouge et la bande infrarouge. Cette région est jugée très sensible aux paramètres de la végétation. Donc, comparé aux successeurs, soit Landsat 8 ou bien Landsat 7, MODIS et même Spot, ces 3 bandes, c'est une nouveauté. Donc,
depuis des années jusqu'à maintenant, les modèles locaux sont très utilisés pour la cartographie des paramètres de la végétation à une échelle locale. Puis ils ont montré des bons résultats. Donc, ces modèles-là nécessitent des mesures au sol. Puis on sait que la relation indice végétation, paramètres biophysiques dépend du type de couvert. Donc, il faut bien choisir les mesures ainsi de suite. Puis, au fait qu'elle utilise des mesures au sol ne sont pas applicables à une échelle de globe. À l'autre échelle globale, Moody's a considéré un lookup table peuplé par des simulations d'un modèle de transfert radiatif pour prédire et cartographier 2 paramètres parmi ces 5 que je viens de citer, le Leaf Area Index et le FAPAR, la fraction de rayonnement photosynthétique actif absorbé par la végétation à 1 km et à une échelle globale. Il y en a aussi une solution développée par Maria West et puis Frédéric Barré à l'INRA en France et était intégrée dans le SNAP, Sentinel Application Platform, qui permet d'estimer les 5 paramètres en question, ALAI, FAPAR, FCover, canopée, contenu de chlorophylle en canopée, puis le contenu en eau. Puis, c'est une application très simple à utiliser, en fait, mais il y en a beaucoup d'intelligence artificielle derrière. En fait, cet outil nommé ACTOP, ou bien Simplified Level 2 Product Type Processor, considère des simulations d'un modèle transfert radiatif. Ils ont considéré pour cet objectif. Puis, ils ont peuplé une large base de données avec des paramètres de la végétation représentatifs de la végétation sur échelle globale. Et aussi les possibilités de géométrie d'acquisition que peut avoir Sentinel-2 pour simuler la correspondance en termes de réflectance des surfaces. Donc, ils ont considéré une partie pour la calibration de modèles de réseau de neurones, puis une partie pour la validation. Dans ce cas-là, après la calibration est faite, puis la validation, on peut utiliser Sentinel-2, les images Sentinel-2 pour le même objectif, estimer les 5 paramètres. Comme je viens de dire, une partie de ces données de simulation ont été utilisées pour la validation et voilà le résultat qui permet d'avoir une idée sur l'incertitude théorique de produits. Ça donne de bons résultats. Puis également, beaucoup de travaux de validation ont été faits sur une échelle internationale. Parmi ces travaux, j'ai sélectionné 2 qui sont faits ici au Canada et aux États-Unis, dans lesquels j'ai contribué. Puis aussi, ça donne grosso modo de bons résultats, sauf quelques problèmes que, avec ma nouvelle solution pour corriger cette incertitude ou bien ces erreurs. Donc, l'architecture de SL2P est la suivante. Ils ont considéré une normalisation des entrées, les bandes spectrales, puis les géométries d'acquisition. Une couche intermédiaire, puis une couche pour la dénormalisation, afin d'estimer un de ces 5 paramètres, l'incertitude liée, puis aussi un indicateur de qualité. Cet indicateur permet de partager les estimations sur une certaine zone en estimations valides et des estimations dites invalides. Pourquoi elles sont invalides? Pour 2 causes, en fait. Si la réflectance mesurée par le capteur Amasai sur Sentinel-2 ne fait pas partie de simulation de ProSail, le modèle de transfert radiatif, c'est-à-dire les réflectances considérées pour la calibration, avec bien sûr une certaine tolérance considérée,
Donc, cette estimation est rejetée. Également, si les estimations de asymptotopie sont trouvées d'ailleurs le domaine de définition de ce paramètre en question, par exemple de 0 à 1 pour fraction du couvert végétal ou bien de 0 à 8 pour l'indice foliaire, aussi l'estimation est dite invalide. De ce principe-là, on peut estimer un facteur ou bien un paramètre de qualité appelé Clear Sky Retrieval Rate. C'est juste la fraction des estimations valides par rapport au nombre total des estimations sous un ciel clair. Malheureusement, ce facteur est trouvé parfois élevé pour les produits de asymptotopie et c'est ça qu'on va essayer de corriger. Donc, l'objectif de ce travail est de développer un outil pour régulariser ou bien corriger le produit des paramètres biophysiques de la végétation estimés par asymptotopie à partir des mesures satellitaires de Sentinel-2. On va focaliser sur les estimations dites invalides et aussi les valeurs aberrantes. Et ensuite, évaluer l'incertitude de produit final. Notre hypothèse, on a dit que au début de la présentation que les modèles locaux basés sur les indices spectraux de la végétation ont donné de bons résultats. Donc, ici, on a dit que l'intégration de la relation entre ces indices spectraux et les paramètres biophysiques de la végétation, qui sont généralement utilisés à une échelle locale avec la disponibilité des mesures au sol, dans un modèle global comme asymptotopie, permet d'améliorer l'incertitude et la précision de ces produits. Donc, il y avait quelques défis liés à cette hypothèse. Le premier, c'est certainement les mesures au sol qu'on ne peut pas trouver à une échelle globale. Puis aussi la relation indice de végétation, paramètres biophysiques de la végétation, dépend du type de couvert végétal. Puis on ne sait pas, peut-être avec de land cover map, on peut améliorer un peu ce défi-là, mais ces cartes ne peuvent pas être ouvertes à résolution Maillard à une échelle globale. Puis le troisième défi, c'est quel indice spectral faut utiliser. Il existe pas mal, des dizaines d'indices, même plus. Chacun est bon dans certaines conditions, puis on ne sait pas lequel choisir pour une application qu'on peut appliquer à une échelle globale. Donc, la méthodologie que j'ai proposée, c'est le Active Learning Regularization. Donc, ici, l'asymptotopie est appliquée en première étape pour estimer un paramètre. Je ne sais pas si je peux avoir le stylo. Une estimation, puis l'incertitude, cet indice de qualité, puis ici, on va utiliser uniquement les estimations dites valides. En même temps, on peut estimer les indices de végétation que vous voulez. C'est une bibliothèque flexible. Vous pouvez rajouter n'importe quel indice. Vous juste donnez l'équation, puis ça fonctionne. Et ça vient après le rôle de l'outil LASSO, c'est un outil de sélection qui, sans spécifier le nombre d'indices de végétation qu'il faut, il sélectionne un certain nombre d'indices les plus pertinents pour la prédiction de paramètres biophysiques de la végétation en question. Après, on va considérer une deuxième base de données de calibration composée de ces indices de végétation sélectionnés et le correspondant en paramètres biophysiques valides uniquement. Donc, au lieu de considérer les bandes spectrales, ici, on va passer aux indices de végétation. On va considérer la partie qu'on peut faire plus confiance. Ici, on a considéré 5e au
95 percentiles pour la calibration, mais ça peut être aussi de 10 à 90, et ainsi de suite. Donc, ces données-là vont être considérées pour la calibration. C'est la base de données de calibration. Puis, les 5 premiers et le dernier, pour ce cas-là, vont être considérés comme valeurs aberrantes. La base de données va être utilisée pour calibrer un deuxième réseau de neurones pour corriger les deux, corriger les valeurs aberrantes en premier lieu, puis les estimations dites invalides pour avoir un deuxième produit. À droite, c'est une représentation 3 dimensions d'un exemple de ce paramètre, le ALAI ici, en fonction de 2 indices spectraux. Ça peut être 3, ça peut être 4. Ici, pour la présentation, je peux savoir que 2. Puis un Kaplan, un indice de végétation sélectionné parmi ces deux-là et le même paramètre. Vous pouvez remarquer combien de données qui vont au-delà de seuil de ALAI qu'on peut avoir, le 8. Ça peut aller jusqu'au 25 ici. Dans certains cas, on peut même trouver des valeurs négatives. Donc, en gris, c'est la valeur invalide qu'on veut corriger. Puis en bleu, sont les données à valeur aberrante qu'on veut corriger aussi en fonction d'un modèle calibré avec les valeurs qu'on a déjà fait confiance pour la calibration de réseau de neurones. Bon, cette approche est testée sur un site d'études agricoles situé à Manitoba, qui est étalé sur 2 Sentinel-2 de taille granulure Sentinel-2. Puis, des données au sol sont mesurées dans le cadre de campagne Terrace Maplex 2016, de juillet 2016. 50 champs agricoles ont été échantillonnés avec 3 points sur chaque champ. Ça inclut 7 types de cultures. Et à la fin de la campagne, nous avons réussi à collecter 720 échantillons de ALAI et ACOBA. Donc, on va se servir de cette base de données in situ pour la validation de notre approche. Malheureusement, les journées de mesure correspondaient uniquement 3 passages de Sentinel-2. Ici, 2 pour chacun de granulures Sentinel-2. Une de ces journées est pas mal nuageuse. Donc, il y avait très peu pour cette application, pour la validation de cette application. C'est pour cette raison qu'on a réfléchi à une deuxième approche pour l'évaluation. Ici, en 2018, il y avait le 2 satellites Sentinel-2A, Sentinel-2B sont en orbite. Donc, on s'est servi de ça pour avoir utilisé 2 images acquises à 2 dates proches. On a considéré un maximum de 2 jours. Ici, vous remarquez, on a 6 paires d'images. Chacune correspond à 2 dates à 2 jours maximum de décalage. Donc, on s'est dit, les estimations jugées invalides par asymptotie et qui sont corrigées avec l'approche ARR d'une journée vont être comparées aux estimations valides par asymptotie sur l'image indépendante de l'autre journée. Ça permet de comparer quelque chose de nouveau avec les estimations asymptotiques valides de l'autre journée. Et on va passer aux résultats. Je vais commencer avec la technique lasso pour donner plus de détails et sa pertinence pour cette application. Lasso ici considère un penalty, seuil d'erreur
c'est pas parfaitement la bonne traduction, mais considère cette penalty lambda comme maximum d'erreurs, puis sélectionne un certain nombre d'indices de végétation qui permettent de prédire avec le minimum d'erreurs le paramètre biophysique en question sans préciser le nombre. Donc, vous remarquez dans le tableau en bas, le nombre puis la liste des indices change d'une journée à une autre. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. Parfois, peut-être il y en a un seul, ainsi de suite. Et c'est le même pour les autres paramètres. Ici, c'est le cas de Alaï, mais c'est la même chose pour les autres. À droite, c'est un cas de Alaï, encore une fois. La première image, c'est l'indice de végétation sélectionné en fonction de Alaï. Avant l'application de l'approche de régularisation, vous remarquez les cercles noirs sont la base, c'est des échantillons de la base de données de calibration qui n'est pas supposé changer après l'application de ALR, puisqu'elle est la base de données de calibration. Par contre, vous remarquez le rectangle rose en haut, ça c'est que les données jugées invalides sont injectées dans cette forme avec une façon intelligente. Aussi, les valeurs aberrantes aussi injectées encore une fois dans la forme pour donner une allure, je dirais, plus réaliste. Je compare ici, je vais passer à l'intercomparaison avec les mesures estimation valide de l'autre journée. La première rangée, je compare les estimations valides de SL2P d'une première journée, si c'est un exemple que j'ai pris, aux estimations valides de SL2P de l'autre journée. Ici, pour donner une idée sur avoir une incertitude de référence. Comment deux estimations valides de 2 journées invalides se comparent. Les lignes interrompues en rouge, c'est l'incertitude de produit. On remarque que la plupart, une bonne partie tombe dans cette marge d'incertitude. La deuxième rangée, c'est les estimations à SL2P d'une journée comparées cette fois-ci aux estimations régularisées pour les 5 paramètres en question. Leaf Area Index, la fraction de canopie, fraction de rayonnement actif absorbé par la végétation, contenu en eau et contenu en chlorure. Vous remarquez que l'allure est très comparable à l'autre et en même temps, elle tombe dans cet intervalle d'incertitude de SL2P. Donc, ça, c'est un exemple d'une journée. Pour les autres journées, les autres paramètres, j'ai résumé ça dans ces graphiques. La première rangée présente le Clear Sky Retrieval Rate. Ça, je rappelle, c'est la fraction des estimations valides par rapport au maximum qu'on peut avoir sous un ciel clair. Les étoiles noires présentent le produit SL2P. Le cercle rouge, c'est le nouveau produit. Vous remarquez qu'on a pu optimiser la fraction des estimations valides. Sauf pour AFCover, on a déjà un bon produit déjà avec SL2P. Donc, la méthode permet de gagner plus des estimations sur une image. Mais si on gagne plus de données, on peut perdre de l'incertitude. On ne sait pas à quelle incertitude sont ces nouvelles estimations. C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, ici, c'est l'incertitude de différents produits. Avant et après l'application de ALR, on remarque que l'incertitude augmente, mais pas assez. Donc, significativement, c'est presque la même incertitude qu'on a pu avoir. Donc, ça, c'est le gain de cette approche. On peut maximiser environ à 30% plus de données avec la même incertitude. Maintenant, je passe à la validation aux mesures au sol.
Ici, puisqu'on a juste 2 paramètres, je vais valider avec ces 2 paramètres que dispose. Puis d'autres travaux de validation sont en train de se réaliser pour les autres. Donc, la première rangée, ici, je compare les estimations SL2P, les cercles, puis les étoiles rouges présentent ceux qui sont détectés comme outliers, comme valeur aberrante. Et l'incertitude pour ALAI, pour l'ensemble, c'est 96. Puis ceux qui sont détectés comme valeur aberrante, j'ai 85. Puis 12, 40, 14 pour AFCOVOL. Vous remarquez que après l'application de ALR, on a réduit même l'incertitude du produit. La région grise ici présente l'incertitude demandée, objectif de la mission. Puis, vous remarquez que ces points-là sont injectés, sont plus proches de la ligne 1 par 1 après l'application de ARR et encore plus pour AFCOVOL. Donc, on a pu réduire aussi l'incertitude du produit. Donc, on a 2 gains. Nous avons pu avoir plus d'estimations avec une réduction de l'incertitude jusqu'au maintenant. Donc, pour conclure, c'est une solution unique qui permet d'optimiser la fraction des estimations valides d'un produit en gardant le même niveau d'incertitude. Puis, on a réduit l'incertitude en comparant avec les mesures in situ du produit. C'est un outil qui permet de combiner, à mes connaissances, c'est la première fois de combiner un modèle transfert radiatif, intelligence artificielle, puis indice de végétation pour profiter de la forte relation indice de végétation paramètre de végétation pour la cartographie de paramètres biophysiques de la végétation à une échelle globale. Puis la méthode est basée sur une bibliothèque flexible des indices de végétation. C'est à vous de ajouter ou bien remplacer quelques indices qui ne nécessitent aucun paramètre et applicable à une échelle du globe. Quelques bibliographies. Donc, ici, j'ai donné l'article qui présente cet outil, puis les données, les travaux de validation. Un autre outil pour, vous savez que Sentinel-2, c'est à 5 jours, puis on a donné des images nuageuses, ainsi de suite. Donc, c'est une fusion de MODIS avec Sentinel-2 pour avoir des images Sentinel-2 synthétiques, pour avoir ces 5 paramètres chaque jour pour le suivi de l'état de la végétation. Puis, un outil c'est un travail de validation de la radiométrie de Sentinel-2. Aussi, sur mon GitHub, j'ai fourni la version MATLAB de SL2P. J'ai aussi rajouté ce qui n'existe pas sur SL2P, sur Snap, mais en utilisant les images Landsat. C'est une autre version. Puis ALR aussi est disponible sur GitHub. Puis le tout est résumé dans un travail de Richard Fernandez sur Google Earth Engine qui permet de faciliter la tâche, image par image. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nejib. Est-ce qu'il y a du monde qui ont des questions pour Nejib? Oui, Yassine? Oui, j'aurais une petite question. Najib, vraiment un excellent travail que vous venez de présenter. Question par rapport aux images Sentinel-2. Est-ce que vous faites les corrections atmosphériques? Oui, oui. Calcul de réflectance au sol avec, j'imagine. Oui, ça c'est le surface et ça c'est le réflecteur au sol. On a utilisé Saint-Core version 2.4 et maintenant la version 2.8. Donc, il faudrait juste remplacer.
Puis, qu'est-ce que vous utilisez comme épaisseur optique d'aérosol? Excuse-moi? La valeur de l'épaisseur optique d'aérosol dans les corrections atmosphériques? On a considéré les valeurs par défaut de Saint-Ocor. D'accord, ok, merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre question pour Najib? Moi, j'en ai une petite pour toi. Tu disais que tu avais imposé des seuils de 5 et 95% dans les percentiles pour Oui. évaluer tes valeurs aberrantes. À quel point ça change tes résultats si tu changes ces seuils-là, mettons 10,90 ou 12,88 ou des choses comme ça? Bon, on peut faire ça. Je n'ai pas fait de test. Je pense que Richard a fait ça, mais je n'ai pas vraiment de résultats pour ça. Donc, je n'ai pas de réponse. OK, c'est bon. Merci. Donc, merci Najib. S'il n'y a pas d'autres questions, on va partir en pause, en supposé pause café. Et puis, on se retrouvera à 10h30 pour la présentation de Nouri Sabo, qui sera sur le rôle des agences de cartographie nationale à l'ère des mégadonnées. Donc, à tout à l'heure et bonne pause.